Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette matinale sur renforcer les fonctions écosystémiques des sols urbains. On part pour une demi-heure ensemble et je vous invite dès maintenant à mettre votre nom, prénom, le d'où vous venez et vos premières questions, réactions dans le chat. On pourra y répondre juste en fin de matinale avec notre invité Hugo Morer de Néo Eco. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Petit rappel sur le programme de la semaine, parce que ce n'est pas la seule matinale. On a déjà eu sol agricole, droit et sol. Aujourd'hui, sol urbain. Demain, on aura souligné les différences entre Provence et Alpes sur les questions forestières. Et on clôture avec la biodiversité du sol ce vendredi. Pour ce matin, un programme déjà un peu chargé, avec un rappel des enjeux du projet pour des sols vivants en région Provence-Côte d'Azur, un tour d'horizon des sols urbains, de ce que ça implique, de ce que ça veut dire et quelles sont les solutions pour travailler à ce sujet-là. Pour ça, on aura Hugo Morer de la société NeoEco, qui justement nous détaillera ce que peut être un petit cycle des terres et peut-être comment mettre de l'économie circulaire dans le sujet du sol avant un temps d'échange avec vous, avec la salle. Donc, rapidement, le projet Sol Vivant, un projet financé par l'ADEME pour 3 ans. On est dans la dernière année du projet et avec différents partenaires aux quatre coins de la région. Notre objectif, c'est donc de mettre en dialogue les acteurs, comme on peut le faire aujourd'hui, d'essayer de créer des contenus pédagogiques ou des contenus plus à destination d'experts sur les différentes problématiques du sol. Et donc, pour ensuite aller un peu sur le terrain avec des sites d'études sur lesquels nous avons mené des analyses de sol, et on a fait des fausses pédologiques et sur lesquels il y aura donc des formations à destination du grand public et des experts au mois d'avril. Et sur le sujet des sols urbains, ce sera sur le site de Colnéo à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, restez en alerte sur ce sujet-là. Je passe un peu à l'enjeu de la matinée avec nos 5 grandes actions pour renforcer les fonctions écosystémiques du sol. Donc, justement, ici, c'est un choix, ce n'est pas, c'est pas forcément synthétique, ça n'est pas l'ensemble des problématiques du sol urbain. Je pense que aujourd'hui, un des grands axes de travail autour du sol dans la ville va être surtout l'application du ZAD, la réduction de 50% de la consommation d'espace, puis à terme la prise en compte de la nomenclature sur l'artificialisation des sols, qui justement est une grande avancée pour la prise en compte des sols et leur préservation, sachant qu'avant, il n'y avait pas justement de réglementation aussi concrète, précise, ce qui permettait vraiment de limiter l'étalement urbain. Mais on pense que ce sujet-là n'est pas forcément un sujet sol, c'est plutôt un sujet lié aux enjeux d'urbanisme et d'aménagement du territoire sur l'artificialisation des sols. Nous, on voulait se poser la question de comment prendre en compte le sol dans l'espace urbain déjà existant, peut-être reconquérir des espaces de nature liés et de sol de pleine terre en ville. Donc c'est pour ça qu'on a cette classification autour de 5 sujets. Créer une trame brune dans les documents d'urbanisme, désimperméabiliser, qui est un sujet qui est vraiment beaucoup débattu en ce moment, renaturer, avec d'autres définitions, réhabilitation, restauration, puis un focus sur les technosols, dans lesquels nous aurons un peu plus de détails avec Hugo plus tard, et bien sûr le sujet des sols contaminés et de la remédiation, qui fait ici le lien avec les enjeux de dépollution des sites. Donc, sur le premier point, créer une trame brune dans les documents d'urbanisme, euh, ce sujet nous intéresse parce qu'il s'agit d'une sous-trame à la trame verte, bleue, turquoise. Ces enjeux de différentes trames, au-delà d'un jeu de couleurs particulier, surtout permettent de prendre en compte et d'analyser justement chaque enjeu particulièrement. Donc pour la trame noire, ça va être la luminosité et la perturbation des espèces la nuit, même s'il y a un impact sur l'humain. La trame bleue, la continuité aquatique. Donc, sur la trame brune, c'était vraiment cette continuité du sol et de protéger à la fois des réservoirs de biodiversité du sol et des corridors favorables au déplacement de ces espèces du sol.
Il s'avère que dans nos recherches, on a quand même une précision sur un sujet qui est de vraiment prendre en compte la trame brune comme le lieu de vie et l'espace de déplacement des espèces du sol. Et si on se positionne à cette échelle-là, on est vraiment sur une sous-trame, à l'échelle, une échelle plus petite d'un quartier ou d'un projet d'aménagement. Pas forcément avoir cette possibilité d'avoir une trame à l'échelle complète d'une commune, surtout si on s'intéresse au déplacement des espèces, même si le sol urbain et une trame brune peut avoir un rôle à jouer dans des fonctions écosystémiques qui sont justement la production de biomasse, la filtration de l'eau, mais on ne sera plus au même niveau de déplacement des espèces. Donc là, ici, ce maillage écologique, donc, qui va identifier les continuités écologiques existantes et celles à développer, fait un lien pour la trame brune avec les enjeux de pleine terre, c'est-à-dire d'avoir vraiment un sol à qui on offre justement une surface et une profondeur suffisantes et ensuite potentiellement des capacités d'accueil de la vie et de qualité du sol plus importantes. Donc, un détail sera fait un peu dans le plaidoyer avec une étude qui a été menée à Limoges sur la trame brune et qui permet vraiment de comprendre les problématiques de déplacement des espèces et de réservoirs de biodiversité à l'échelle de la faune du sol. À voir à ce niveau-là. On pense donc que peut-être ce qui parlera le plus aux décideurs et peut-être même à vous, ce sera les sujets de désimperméabilisation et ensuite de renaturation qui fonctionnent tous les deux un petit peu en symbiose justement, parce que le sol joue un rôle de filtration physique, chimique et biologique, c'est-à-dire que pour le volet physique, le sol, quand il est fonctionnel, justement, quand il est un sol de bonne qualité et en bon état, piège les polluants dans les pores du sol. Chimique, justement, il y a une charge chimique dans le sol qui permet de fixer le déplacement de ces polluants. Et biologique, les micro-organismes du sol ont une capacité de dégradation des polluants, donc un rôle extrêmement important du sol, d'un sol désimperméabilisé qui justement permettra de faire passer à la fois l'eau et l'eau qui transporte malheureusement en ville des polluants, mais c'est un sujet important aussi d'essayer de permettre leur traitement naturel. Et ensuite, il y a un volet plutôt de gestion du risque, la désimperméabilisation d'un outil de lutte contre les effets du changement climatique que peuvent être justement les, euh, les épisodes méditerranéens de plus en plus forts comme on les connaît aujourd'hui. Et donc, il faudra utiliser cette désimperméabilisation pour utiliser au maximum les capacités du sol pour gérer ces enjeux-là. Comme on disait, ça fait le lien avec le sujet de la renaturation, parce qu'une désimperméabilisation effective doit être liée à des bénéfices liés à la biomasse qui sera produite par ce sol. Et donc, on a besoin, dans la renaturation, d'avoir cet espace de respiration pour l'humain, mais aussi pour les espèces, évidemment, aussi de captation de carbone par le sol et par les plantes. Et donc, la renaturation, ensuite d'une désimperméabilisation effective, pourra être vraiment un enjeu pour permettre à la fois un renforcement des trames vertes, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi de servir pour, comme espace de loisir. Donc, ici, ce qu'il faut avoir en tête quand on lance une renaturation, c'est au-delà d'être dans un transport de terre végétale, comme on pourra le voir aujourd'hui, d'une reconstruction de sol qui peut être très compliquée, il faut se poser la question de mobilisation des espèces ingénieurs du sol pour recréer cette restauration, d'avoir une vraie démarche de structure du sol pour éviter justement l'apport de trop de terre végétale de très loin et surtout de permettre à ces espaces de vraiment ensuite être fonctionnels. Donc ça fait le lien avec le point juste après, qui est la question des technosols. Donc les technosols, qui sont des sols qui sont reconstitués par l'homme, avec une partie de terre végétale, de terre naturelle, une différente composition d'argile, de sable et autres, et puis parfois aussi du ballast et des enjeux du, du- des déchets du bâtiment, par exemple, qui serviront de sous-couche. Donc, comme on me disait, la reconstruction des sols est un élément très complexe, et donc ça implique un trafic de terre et de terre végétale. Donc, il faut aussi savoir que
Aujourd'hui, sur une ville comme Marseille, par exemple, on a une anthropisation très ancienne sur une grande majorité des sols, qu'elle soit sur des sols urbains, mais aussi sur les sols agricoles qui ont été affectés par le travail du sol fait par l'humain. Et donc, c'est là que ça va être de plus en plus compliqué de travailler à cette reconstitution d'un sol fonctionnel. Mais il faut se poser ces questions et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus. Et on aura le détail un peu plus sur Marseille par Hugo plus tard. Et donc, justement, c'est un élément qui est pris en compte beaucoup dans la question des technosols, c'est l'enjeu de contamination de ces sols, parce que justement, on va avoir énormément de polluants et de concentration de polluants sur des sols urbanisés. Donc, quelle est la démarche, quel est le cadre du principe de pollueur-payeur élargi à des installations ou à des aménagements qui n'ont pas forcément été industriels comme on peut le connaître et des friches industrielles, mais qui sont aussi une remise en état du sol pour permettre un autre usage. Est-ce que parfois c'est intéressant? Si on veut passer d'un espace qui a été précédemment artificialisé, exploité à un espace naturel, il n'y aura pas forcément les mêmes objectifs de dépollution et de remise en état. Donc il faut aussi se poser cette question-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on soutient, ce qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment ces éléments de phytoremédiation qui justement utilisent le génie biologique pour fixer, dégrader, transporter ensuite ces polluants et éviter qu'ils se diffusent dans le sol et qu'ils impactent la santé humaine et la santé des écosystèmes. Donc ces 5 points ne présentent qu'une face émergée de l'iceberg, mais permettent déjà d'avancer un peu plus sur une prise en compte des sols et elle pourra se traduire ensuite par une réglementation dans les documents d'urbanisme ou par un accompagnement des politiques publiques locales, des collectivités territoriales vers un plus grand travail de restauration des sols. Donc, pour aller un peu plus en détail sur comment ça prend forme concrètement, je vais passer la parole à Hugo Morer, qui de la société Néo Eco et les actions qu'ils sont en train de mener. Alors bonjour à toutes et toutes, merci Paul et merci FNE pour l'invitation. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche un peu spécifique qui s'ancre à Marseille et qui vise à creuser cette histoire du petit cycle des terres et donc du coup d'approcher cette question des technosols. Par contre, Paul, t'es pas en mode présentation? Non, t'es pas en mode présentation, c'est pas très grave. Pour positionner un petit peu le sujet au niveau de la région PACA, donc ça se situe à Marseille. Le projet, il s'ancre dans les quartiers nord. Donc j'ai pris une carte là ici de la gamme, qui est l'agence d'urbanisme de Marseille, de la métropole ex-Marseille, qui montre justement que dans les quartiers nord, c'est là où il y a tous les enjeux QPV, quartier prioritaire de la ville, renouvellement urbain et ainsi de suite. Et si en fait on colle sur la slide suivante une autre carte qui serait du coup celle du bassin versant des Égalades, qui est un cours d'eau qui se déploie dans les quartiers nord. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît, Paul? Oui, merci. Du coup, là, on voit bien, alors, ouais, on voit bien que dans les quartiers nord, au-delà du renouvellement urbain, il y a aussi un enjeu de réhabiliter un cours d'eau qui aujourd'hui est très impacté et qui est complètement busé, c'est-à-dire que, il n'est pas à l'air libre, il a beaucoup d'enjeux de contamination croisés liés à un passif industriel et productif. Et il y a un acteur assez central dans l'environnement de l'urbanisme à Marseille, qui est Euroméditerranée, qui est du coup un établissement public d'aménagement. Donc c'est l'État en collaboration avec les institutions locales qui préemptent du foncier et réhabilitent donc une grande partie des quartiers nord. Et il y a un sujet de proposer aux Marseillais d'ici quelques années un parc urbain qui va faire 17 hectares, qui s'appelle le parc des Égalades. Et en fait, ce parc est situé aujourd'hui sur un foncier ferré. Donc là, il y a deux, trois photos que j'ai prises du site aujourd'hui, ce qu'il en est. Ce foncier est aujourd'hui du coup imperméabilisé. Il y a tout un enjeu justement de contamination croisée. Et on doit pouvoir redonner à voir cette rivière qui aujourd'hui passe en dessous, qui n'est pas du tout présente. Et ce projet implique des mouvements de terre
très intense, puisqu'il y a 120 000 mètres cubes de matériaux qui doivent sortir et à peu près 100 à 90 000 mètres cubes de matériaux qui doivent rentrer dans le parc. Si on faisait en fait comme d'habitude, ce serait à peu près, on avait fait un calcul de coin de table, entre 50 et 60 000 camions qui viendraient croiser dans les quartiers nord. Donc c'est pas concevable. D'où l'objectif de déployer un projet de recherche un peu spécifique. Donc on peut passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Paul. Voilà. Donc ce projet réunit l'Université Aix-Marseille. Moi, je suis doctorant à l'Université Aix-Marseille, donc du coup, j'ai pu aussi faire le lien avec ces différents acteurs. Doctorant en CIFRE, et donc NeoEco vient travailler sur la coordination du projet. On travaille avec le BRGM, notre partenaire institutionnel, c'est Euroméditerranée, le financeur, c'est l'ADEME, avec un projet qui est lié à la question justement des cités sols pollués. Donc on coche quatre des cases, quatre des questions qui ont été proposées par Paul avec un sujet spécifique sur les technosols. On n'adresse pas encore la trame brune, mais c'est dans les tuyaux. Et l'objectif de ce travail, c'est de pouvoir en fait déployer toute une organisation qui permet de travailler la question des néosols. L'idée, c'est vraiment de comprendre en fait en caractérisant finement le site par des approches assez innovantes et de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut garder un maximum de matériaux sur site, modulo une petite plateforme très optimisée qui fera un peu plus d'un hectare. Et cette plateforme vise en fait à trier efficacement les matériaux et à pouvoir garder ce qu'on appelle nous matière de base qui sera améliorée pour pouvoir retrouver les fonctionnalités écologiques dont on parle aujourd'hui par rapport au sol. Et en fait, notre objectif, c'est d'améliorer finalement le sol de base qui est aujourd'hui très pauvre en termes de biodiversité et de fonctionnalité grâce à des matières qui sont aussi issues de l'économie circulaire. Donc l'idée, c'est d'aller travailler sur des valorisations, par exemple de Limon, de la Société des eaux de Marseille, qui curent leur bassin de potabilisation, ou alors de travailler avec des potiers qui ont des argiles qui sont aujourd'hui bénées et envoyées en station de stockage, alors que ces argiles sont très qualitatives pour activer certaines fonctionnalités du sol, notamment travailler sur la minéralogie. Et c'est tout l'enjeu de ce projet, c'est du coup d'identifier des formulations, donc des recettes qui permettent justement de réactiver le processus naturel un peu plus rapidement que les 1500 ans qu'il faudrait pour pouvoir faire un sol fonctionnel. Donc on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on va faire quelque chose et que demain ça fonctionne. On sait que ça prend du temps, mais l'idée c'est de donner un petit coup de pouce à la nature pour que du coup ça puisse se relancer un peu plus rapidement et d'optimiser surtout les flux de matière à l'échelle du territoire afin de limiter les impacts. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on active les synergies. L'idée, c'est de faire en sorte que le déchet de l'un devienne la ressource de l'autre. Et tout ça, ça implique pardon, une coordination entre les différents acteurs et qu'on déploie du coup une stratégie de territoire pour que ces filières s'organisent, mais qu'il y ait aussi tout un travail auprès des acteurs institutionnels dans un premier temps pour justement que ces travaux de recherche trouvent un ancrage un peu plus opérationnel dans la vie finalement de la fabrique de la ville. On peut passer la slide suivante. Et donc là, j'ai fait un petit zoom justement sur ces néosols, sur ces technosols. L'idée, en fait, c'est d'éviter d'aller taper dans des friches agricoles qui sont aujourd'hui dans des zones d'activité. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vient extraire de la terre très qualitative qu'on pourrait protéger parce qu'elle a des fonctionnalités écologiques intéressantes. Cette terre, elle est dans une ZAC, il y a des mouvements de terre. Les TP s'organisent de manière un peu optimisé entre eux pour pouvoir envoyer la terre à droite à gauche. C'est difficile de tracer, c'est difficile de connaître les fonctionnalités et la qualité des sols. Donc là, l'idée, c'est d'éviter d'aller travailler sur ces stocks-là et plutôt de recréer des matériaux qui sont fonctionnels avec cette approche par lasagne, où on vient dépolluer et terrasser, on vient retravailler après les différentes couches en fonction des usages du site. Donc là, c'est un parc urbain, il y aura différents espaces dans ce parc. En fonction des espaces, on va adapter les formulations, on va adapter les recettes qui vont permettre du coup de pouvoir avoir des zones de forte biodiversité et d'autres zones où il y aura des usages très intensifs d'un parc urbain dans les quartiers nord avec des jeux de ballons par exemple. Et donc on va du coup adapter en fonction aussi de l'exposition au risque les formulations et les traitements in situ. Tout ça, ça demande du coup de pouvoir anticiper les mouvements de terre à l'échelle du projet d'aménagement, mais plus globalement à l'échelle du territoire. Et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place avec la structuration, là, normalement en 2025, d'un laboratoire vivant. Donc là, on s'intègre plutôt dans un travail européen qui vise à faire remonter des approches
un peu différente où on travaille avec les citoyens, avec les chercheurs, les institutions et les acteurs socio-économiques sous cet angle de l'innovation par l'usage. Et les sites d'expérimentation servent de socle pour ces expérimentations, pour avancer sur ces questions justement de nouveaux usages. Et le Parc des Égalades est un des sites pilotes de ce projet de Living Lab qui est soutenu aussi par l'ADEME et qui devrait se lancer en 2025. Donc je sais que ça fait beaucoup de choses en un temps très court. N'hésitez pas à poser des questions et après, dans la slide qui suit, il y a mon mail aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions un peu plus spécifiques. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention et encore une fois, merci à FNE et à Paul pour cette invitation. Merci Hugo. Excusez-moi pour le petit problème technique au début de l'intervention, mais c'est bon, je suis de retour, j'avais le son. Merci beaucoup. Comme tu disais, il y a beaucoup de choses, mais c'était synthétique aussi, donc ça va. On avait justement quelques premières réactions et n'hésitez pas à partager dans le chat ou à lever la main. On avait justement bon, l'enjeu qu'on connaît, hein, qui est vraiment l'enjeu de ce cours d'eau, qui est une source qui est alors, monopolisée par la Farge de ce qu'on me dit sur d'autres espaces et de la problématique du ruisseau des Égalades. Puis il y avait une question de Michel Poirot, alors qui est peut-être dur à aborder comme ça d'un coup, mais l'estimation du coût de cette opération de renaturation, au combien en mètres carrés sur le parc des Égalades, ou au moins combien en mètres carrés sur les enjeux du sol. On sait que ça reste quand même une des problématiques qui va être le financement Oui. public ou privé de ces mesures de renaturation. Alors, j'arriverai pas à estimer le coût. Je crois, enfin, je vais peut-être dire des bêtises, donc du coup, je vais donner une fourchette, mais je crois que ce projet, c'est quelques dizaines de millions d'euros en termes de projet d'aménagement. Donc c'est un projet qui est colossal. Il faut savoir que historiquement, c'est aussi un objectif de limiter les crues centenales et décennales. Donc c'est aussi un ouvrage hydraulique. Donc il y a un cofinancement en fait de ce travail d'aménagement avec l'agence de l'eau pour justement anticiper ces crues centenales et décennales. Il y a un cofinancement aussi qui est fait dans le cadre d'un PIA 4 avec France Relance. Donc il y a tout un tas de cofinancements publics et en fait, l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir un travail un peu cohérent avec les acteurs de la maîtrise d'œuvre urbaine du futur parc. Donc là, ça va être adressé, il devrait y avoir des candidats qui vont être donnés. Et aujourd'hui, un, des, un sujet qui reste encore ouvert, c'est la capacité justement des scientifiques et du coup de ce travail de recherche à pouvoir donner des idées et que ces idées soient écoutées et entendues dans le cadre du projet d'aménagement. De toute façon, la science va avancer. Il y a un jardin d'expérimentation qui va être mis en avant dans le parc des Égalades le temps du projet d'aménagement. Donc, il va y avoir des choses qui vont pouvoir être produites. On va écrire des articles. On va pouvoir aussi faire de la sensibilisation. Ça, c'est des choses, c'est un appel du pied aussi qu'on fait à FNE et aux différents acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà, il y a tout un enjeu autour de cette question de comment influer aussi au cours d'un projet qui est déjà bien calé et qui est très complexe à venir un petit peu et faire évoluer. Mais on ne désespère pas et on pense que nos idées permettraient quand même de faire des choses un peu plus malines. Oui, et puis comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément le prendre parce que on connaît parfois la dépense pour un espace vert, mais là, c'est pas du tout l'enjeu. Il y a différents enjeux qui se cumulent, donc c'est aussi traitement de l'eau, redonner son espace au cours d'eau et création d'un parc et jardin. Donc évidemment, les coûts seront supérieurs à juste des mètres carrés d'espace vert. Et ça fait lien avec la question qui est posée par Cyprien juste après. Est-ce qu'il vaut mieux des espaces, le sol urbain, il vaut mieux des espaces verts concentrés, donc grand parc, jardin ouvrier, ont des points précis ou bien des points verts étalés, jardinage urbain, végétalisation sur des petits points. Ben, sur les enjeux de trame verte et brune, en fait, c'est ce que j'ai essayé de présenter au début. Donc, c'est un détail. Il n'y a pas une connaissance fine de ces sujets-là, Cyprien, pour l'instant. Mais en soi, pour les espaces de trame verte, ce qu'il faut, c'est maximiser aussi des réservoirs de biodiversité, donc qui sont des espaces plutôt sauvages, mais on va essayer de les multiplier en ville pour qu'il y ait pour chacune des espèces un cycle de vie et un lien entre ces réservoirs par des corridors écologiques. Sur la faune du sol, et si c'est cet enjeu-là pour la trame brune, pour la faune du sol, des petits espaces sont suffisants. Il faut que ce soit des espaces fonctionnels, mais justement un jardin, du jardinage urbain ou de la végétalisation sur des petits points
peut permettre, pour certaines espèces du sol, donc on parle aussi de la microfaune, hein, aussi, qui va pas forcément beaucoup se déplacer, ou de la mésofaune non plus. Et donc, des petits espaces peuvent suffire. Il faut surtout, la question importante sur toutes les trames, c'est la connexion entre ces espaces. C'est vraiment là que ça se joue, principalement. Donc, la question d'après de Thibaut, c'est peut-être plus pour toi, Hugo. Quelles sont les idées de ce projet de laboratoire vivant, donc le Living Lab sur les sols, pour travailler avec les citoyens? Quelle est la place un peu du dialogue ou du travail avec les citoyens dans ce projet? Alors pour le moment, on a délibérément laissé ouvert en fait l'orientation de ce Living Lab par rapport à la mobilisation des différentes forces vives du territoire. C'est un projet qui est dans les cartons depuis un moment. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Et comme tout évolue au fil de l'eau, on sent que, en fonction en fait de l'écosystème et du contexte dans lequel on va pouvoir lancer les sujets, on attrapera les choses au vol. L'objectif en fait, c'est vraiment d'abord de s'ancrer sur ces sites expérimentaux, ces sites pilotes. Donc il y a le parc des Égalades avec le jardin expérimental, mais il y a aussi le Talus, il y aurait la ferme Capri, il y aurait la Cité des Arts de la Rue, et peut-être un autre site avec FNE qu'on pourrait identifier. Donc ça, il reste à voir aussi comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de faire du lien en organisant des rencontres et des temps forts en fait dans la programmation des différents acteurs du territoire à ces endroits-là, et de pouvoir en fait échanger sur ces sujets-là et de proposer une méthode qui soit basée sur aussi des mobilisations et des énergies. Mhm. Donc, c'est un peu une réponse de Normand, mais pour le moment, on attend de voir déjà si ça contractualise. Enfin, c'est Mhm. très pratico-pratique administratif, mais, Oui. euh, mais voilà, c'est encore très ouvert, et donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des idées, à nous envoyer des mails. Bah, c'est le but de ces patinales aussi, c'est de faire le lien, et même si parfois des choses ne sont pas si concrétisées et si cadrées dès maintenant, c'est l'objectif aussi. Donc, merci Hugo. Il y avait une réponse de Dominique Flao, hein, qui m'a accompagné pour la rédaction de ce plaidoyer, de ce webinaire, que je remercie encore, et qui rappelle, donc c'est ce qu'on a trouvé dans l'étude de l'Université de Rennes 1 et sur la trame brune de Limoges, où ils ont retenu un espace minimum alors de minimum pour les espèces, réservoir de trame brune minimum de 5 mètres carrés. Alors nous, ça nous a interpellés, mais quand on a échangé avec eux, ils étaient plutôt sur deux, donc 5 mètres carrés pour une multiplicité d'espèces du sol comme étant suffisant comme réservoir, même si il faut ensuite que ces réservoirs soient connectés à d'autres réservoirs de taille similaire ou de taille plus grande. Et au-dessus à partir d'un hectare, c'est fonctionnel, vraiment sans enjeu de connexion. C'est un hectare de sol naturel, normalement, se suffit à soi-même. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment ce sujet-là. Et peut-être une dernière question de Sophia Bonello. Est-ce que les outils pédagogiques comme Fresque du sol ou Atelier Sol Vivant vont venir appuyer la démarche de création du parc des Égalades? Est-ce que c'est prévu? Euh, Hugo. Je ne saurais pas répondre à cette question à ce stade parce que nous, on n'est vraiment pas dans la partie équipe opérationnelle d'aménagement, la maîtrise d'œuvre en fait, qui n'est pas encore stabilisée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la question de l'urbanisme transitoire a été donnée dans le cadre du plan guide avec des expérimentations à faire avec les acteurs de terrain. Et quand on regarde les groupements qui ont été retenus, donc il y a un dialogue compétitif avec trois équipes en fait, ou trois ou quatre, je ne me rappelle plus, qui là pendant 6 8 mois se sont mis la rate au courbouillon pour répondre et proposer un projet un peu costaud. Mhm. Et dedans, il y a effectivement à chaque fois un travail avec les acteurs de territoire. On verra qui sera retenu et quelle sera la méthodologie proposée. Mais en tout cas, c'est sûr que les questions de fresque du sol et d'atelier sol vivant pourraient être mobilisées. Et là, il faut qu'on soit force de proposition aussi. Donc, c'est Mhm. là où, en fait, la richesse des projets de recherche peut permettre aussi un peu d'être force de proposition auprès d'acteurs qui peuvent être plus sensibles. Donc, dans ces groupements, c'est des groupements qui sont un peu pléthoriques. Il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'expertise. Et si on trouve le bon allié, on peut aussi faire proposer des choses et réussir à faire avancer un peu le sujet. Et juste très rapidement par rapport aux entreprises intéressées par Living Lab, on a d'abord travaillé le sujet avec les institutions, donc les signataires un peu qui ont permis d'avoir des lettres de soutien. Il y a le Conseil régional, la métropole AMP, la Soleam, le Grand Port maritime de Marseille,
le, la ville de Marseille, les Pajuca. Donc, on a quand même une batterie d'acteurs qui quadrillent le territoire en termes d'aménageurs. Les Oui. entreprises, pour le moment, on a plus des retours positifs, mais oraux. On verra comment ils se mobilisent dans la suite. Mhm. Très bien. C'est vrai que là, c'est un sujet intéressant, donc c'est bien aussi que tout le monde soit au courant des démarches qu'il y a autour de ça, parce que je pense que ça va être pour quelques années qu'on va avoir des retours d'expérience de ce site-là, ou au moins des démarches qui sont menées, pas forcément sur les sols, mais aussi sur justement la rénovation de ces quartiers, des enjeux aussi plutôt sociaux et d'accès aux espaces verts qui étaient très intéressants. Donc, sur les ateliers sol vivant et fresques du sol, nous, on est en lien avec l'AFES, qui est partenaire de ce projet, et qui sont les créateurs, en lien avec un financement ADEME de cette fresque du sol. Donc, ils mènent des formations pour les formateurs, et nous, en 2024, en 2025, ça fera partie aussi de certains de nos ateliers d'animer une fresque du sol. Pas forcément sur Marseille, mais voilà. Donc, tout à l'heure, je disais que Sophia Bonello avait posé une question, il s'agissait de Florent Bonello. A priori, il y a juste un autre nom. Et donc, pour la trame brune de Limoges, on nous a posé la question que Dominique l'a partagée. C'est un rapport qui est disponible en ligne et ils sont vraiment disponibles pour y répondre. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette recherche de terrain dans un climat qui ne correspond pas forcément à celui de Marseille, mais au moins, c'était intéressant d'avoir tout leur protocole d'études. Donc, merci beaucoup, hein, c'était le temps d'échange, on vient de le faire. Merci beaucoup à Hugo pour son intervention. Je me permets de clôturer, on part que pour une demi-heure pour ces échanges-là. Par contre, comme on le disait, on reste disponible pour répondre aux questions. On a surtout donc le dossier complet avec un plaidoyer complet qui reprend les éléments d'aujourd'hui, dans lequel il y a un peu aussi une interview avec Hugo pour vous aurez les éléments par écrit qu'il a pu partager avant. Et nous, on reste vraiment disponible pour dialoguer sur les sujets du sol ici urbain, avec, comme je le rappelle, le printemps du sol. Donc, ce sera 5 ateliers pour les experts sur les sujets des matinales, donc dans différents lieux de la région, et des ateliers grand public pour découvrir le sol, justement, avec différents contenus de formation. Donc voilà, merci à toutes et tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par retour de mail et on se retrouve demain à 9h30 pour Sol et Forêt. Quelles sont les différences entre Provence et Alpes? Merci Merci. beaucoup, merci à Au tous. revoir. Bonne journée. Merci.